Alors, bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être là pour célébrer donc ces 120 ans de la loi de 1905. Je vais demander aux trois intervenants, voilà, ils sont là, je vous les présenterai tout à l'heure. La soirée va s'organiser en deux temps. Un temps évidemment de table ronde, et puis le deuxième temps, c'est très important, c'est un temps d'échange avec vous. Donc je vais essayer de garder, c'est moi le maître des horloges, donc je vais essayer de garder le plus de temps possible pour qu'on puisse échanger, parce qu'il y a beaucoup de sujets qu'on pourra aborder. Alors justement, pour essayer de garder ce temps précieux, je vais demander au président du conseil départemental d'introduire cette soirée, Sébastien Vincini. Monsieur le vice-président en charge de l'éducation, de la vie associative et surtout des valeurs de la République et de la mémoire, cher Vincent Gibert, mesdames les conseillères régionales et mesdames et messieurs les conseillers départementaux en vos fonctions et qualités, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants du monde associatif, mesdames et messieurs surtout les représentants et les membres du conseil départemental de la laïcité, mesdames et messieurs en vos fonctions et qualités, chers amis. Je voudrais commencer mon propos en remerciant nos trois invités qui nous font l'honneur de participer, encore une fois, j'ose dire, à ces 10e rencontres de la laïcité du Conseil départemental de la Haute-Garonne. Trois spécialistes engagés pour faire comprendre ce qu'est la laïcité. Ils savent mettre les mots au juste, les adapter, mais être constants sur ce principe crucial de notre République. Merci à Catherine Klintzer, pour votre présence. Vous êtes désormais une habituée de ces rendez-vous. Nous avions eu la chance, il y a 2 ans, de vous écouter avec attention sur le thème de la laïcité, radicalité et intégrisme. Vous avez eu des mots très marquants et très justes. Merci à Frédéric de la Morena. Nous venons de publier ensemble une tribune. Merci beaucoup encore. Votre expertise juridique fait référence. Tout à l'heure, il y avait des jeunes qui demandaient pourquoi on vous appelle les sages. Et votre engagement quotidien est si précieux pour faire comprendre la laïcité, en particulier auprès des jeunes. Merci à Yanis Roder, parrain de notre conseil départemental de la laïcité, inlassable défenseur de la démocratie. Votre engagement, vous le faites vivre chaque jour au cœur de l'école publique. Et ici, vous êtes les bienvenus. Car oui, la laïcité se transmet, s'expérimente au sens expérience de la vie, pas rat de laboratoire, mais se confronte, elle se vit. C'est tout un symbole de se réunir ce soir au pavillon République, 120 ans, jour pour jour, après l'adoption en 1905 de la loi de séparation des églises et de l'État. Depuis, la France a évolué beaucoup, elle s'est transformée, diversifiée, fragilisée, fragmentée parfois. Cette loi reste aujourd'hui notre socle, notre équilibre, notre commun. Elle demeure le cadre majeur qui garantit à chacun un espace où nul ne vaut plus qu'un autre. Aristide Briand l'avait voulu ainsi, par compromis, par intelligence, par sens aussi de la nation, je crois, je pense. La loi de 1905 a posé 3 piliers simples, puissants, indiscutables. La liberté de conscience, celle de croire ou de ne pas croire, d'avoir une religion, de ne pas en avoir, d'en changer, de pouvoir en changer. La neutralité de l'État, et l'égalité de traitement entre toutes et tous, bref, reconnaître le citoyen, la citoyenne après, égal ou égaux devant le droit. 3 piliers, une seule finalité, permettre à chacun d'exister librement sans qu'aucune conviction ne s'impose à un autre. Pourtant, cette loi de 1905 est encore mal interprétée. On parle de fake news, accélérée par les réseaux sociaux qui entretiennent à tort l'idée que la laïcité présenterait un danger quand elle n'est pas dévoyée à des fins idéologiques. Les polémiques récurrentes, régulières sur la baya, les crèches de Noël, là, en ce moment, participent à la défiance de ce principe fondateur de notre République. Aujourd'hui, ce qui menace la laïcité, ce ne sont pas les croyances. Ce sont ceux qui cherchent à opposer plutôt qu'à rassembler.
Je souscris à la définition du philosophe André Comte-Sponville. Toujours intéressant de relire. La laïcité n'est pas le contraire de la religion, elle est le contraire de la théocratie, qui voudrait, elle, soumettre un État à une religion. Elle est le contraire du totalitarisme, qui voudrait, lui, soumettre les consciences à l'État. Elle est le contraire, enfin, du fanatisme, qui, lui, voudrait s'imposer par la violence. Oui, cette grande loi ne combat pas les cultes, elle protège au contraire la liberté de conscience. Elle garantit même deux espaces. Celui privé, où chacun vit librement ses convictions, les plus intimes, les plus spirituelles, ou de ne pas simplement en avoir. Et la liberté aussi de notre espace, celui de l'espace public, celui où que nous partageons toutes et tous. Et il faut définir ce que veut dire l'espace public. On l'a vu encore tout à l'heure dans des échanges que nous avons eus avec des jeunes. Nous sommes avant tout dans cet espace public des citoyens français, des citoyennes françaises. C'est cela la promesse républicaine. Alors c'est vrai que c'est un peu particulier dans un monde ouvert aux 4 vents maintenant, où on voit ce qui se passe ailleurs. Non, tous les pays ne sont pas laïques. J'ai dû répondre à cette question en cheminant vers cette salle à un jeune. Non, tous les pays ne sont pas laïques. C'est plus complexe que cela. Dans notre société fragmentée et gangrénée par l'individualisme, la laïcité, elle demeure ce ciment qui maintient notre maison commune debout. Elle est le rempart contre les fractures culturelles, religieuses et sociales, un point d'équilibre quand montent les tensions et les peurs. Se référer à la laïcité, c'est pas regarder dans un rétroviseur ou lire un vieux livre, c'est ouvrir un espace de neutralité bien vivant qui garantit à chacun de vivre librement ses convictions. La France de 2025, elle est toujours aussi forte de sa diversité. Et cette diversité peut devenir une vraie richesse si nous partageons un cadre commun. C'est pourquoi la laïcité doit redevenir une force de stabilité, de cohésion, un rempart contre toutes les formes de fragmentation sociale. Pour cela, la laïcité elle doit être transmise aux jeunes générations, elle doit être expérimentée et vécue pour être comprise. C'est dans ce cadre, dans cet objectif que nous avons créé maintenant il y a 10 ans déjà, le parcours laïque et citoyen à destination des collèges et des collégiens. Oui, nous fêtons cette année, y compris à cette date, les 10 ans de ce magnifique dispositif qui touche cette année encore 67 000 collégiennes et collégiens et quelques CM1, CM2, là plutôt sur la base du volontariat, qui adhèrent aussi à ce dispositif. Depuis sa création, c'est 400 000 élèves qui ont pu bénéficier de ce parcours laïque et citoyen, qui offre aux jeunes un espace pour comprendre, questionner, exercer leur citoyenneté. C'est un dispositif et un parcours, c'est une formation sous un format un peu spécial qui énonce les règles et qui permet de les faire vivre par la mise en situation. Ce n'est pas un enseignement vertical de type instruction civique, beaucoup plus élaboré aujourd'hui. À travers des ateliers, des débats, des rencontres mémorielles et associatives, le parcours laïque et citoyen ouvre des portes, celles du dialogue, de l'esprit critique, de la curiosité intellectuelle, du respect des convictions de chacun. La laïcité, elle est transmise là comme une valeur positive, comme une promesse positive qui ne retire rien à personne, surtout dans la volonté de notre jeunesse, comme nous, quand nous étions jeunes, la volonté de s'affirmer, d'affirmer une identité, une particularité, à condition, bien sûr, que chacun respecte l'autre. Notre société, elle change. Moi, je le vis comme élu, je pense que chacun le vit. Je le vis comme homme engagé, mais je le vis aussi comme père. Je vois bien que les codes se transforment par rapport à ce que j'avais il y a une certaine période de ma vie. Les canaux d'information aussi ont beaucoup changé. Les adolescents vivent dans un monde saturé d'images, d'algorithmes, d'opinions instantanées. Bref, il faut le reconnaître. J'ai l'impression de prendre beaucoup d'âge en le disant ainsi, mais on n'enseigne plus, on ne transmet plus comme moi, mes parents m'ont transmis. C'est ainsi, dans ce monde évolué. D'où l'importance d'un parcours, de ce parcours laïque et citoyen qui met l'élève au cœur du dispositif malgré tout, au cœur du centre, qui valorise plutôt l'échange, la compréhension, la pensée construite, la capacité à distinguer un fait d'une croyance, une information d'une opinion.
le parcours laïque et citoyen, il prépare en fait à la citoyenneté de demain et on espère participe modestement, humblement, de là où nous sommes, à consolider, en tout cas, ou à essayer de la défendre, notre modèle de démocratie. Il forme des esprits libres. On l'a vu cet après-midi, on a fait témoigner des collégiens, des professeurs qui sont revenus. Il apprend à débattre, à confronter les idées plutôt que les identités, à construire des ponts plutôt que des murs. Cela suppose également que nous, adultes, soyons à la hauteur, enseignants, éducateurs, associations, institutions publiques. Et j'en profite très sincèrement pour remercier l'ensemble des équipes pédagogiques. Alors, celle de l'Éducation nationale, d'avoir accepté qu'une collectivité mette un peu de contenu, pense un peu de pédagogie. Et surtout, remercier les équipes, les femmes et les hommes engagés au sein de l'éducation populaire, où on l'a remis au cœur de l'éducation, voilà, de cette volonté émancipatrice. Et cette alliance des deux aujourd'hui, où la communauté éducative, sous l'égide de l'Éducation nationale, et celle du tissu local associatif de femmes et d'hommes engagés, hein, parce que c'est cela, l'éducation populaire, c'est une belle combinaison aujourd'hui. Notre responsabilité, je le dis souvent, elle est simple, c'est celle de soutenir l'école de la République, de garantir un accès égal au savoir, de donner à chaque élève, chaque jeune, les outils nécessaires pour comprendre le monde. La laïcité, ça ne doit pas être un réflexe défensif, mais un projet éducatif. C'est notre responsabilité en tant qu'élu, et j'en profite pour saluer la venue de Monsieur le maire de Toulouse à cette soirée. Merci d'être présent. C'est une responsabilité aussi en tant que personnel de l'éducation nationale et des associations, parents et citoyens évidemment. Alors continuons inlassablement à défendre ce principe qui naît, comme le dirait Jean Jaurès. Je pense que de citer Jaurès ne fait pas polémique, quelles que soient les sensibilités de femmes et d'hommes de gauche que nous sommes. C'est au moins encore une racine, un cadre de référence commune et commun. Ce n'est ni une arme anti-religieuse, ni un principe de neutralité précautionneuse. Alors la laïcité doit rester la liberté de penser, l'égalité dans la rencontre, la fraternité dans le partage. À nous de la faire comprendre, de la transmettre avec passion toujours, avec le respect de l'identité de chacun. À nous de la faire vivre. Je vous remercie et passez une belle soirée. Merci beaucoup, Président Vincini. Alors, je vais vous présenter rapidement nos trois intervenants, qui sont donc, ça a été dit, tous les trois membres du Conseil des sages de la laïcité et des valeurs de la République, pour donner le nom entier, qui, si je ne me trompe pas, est assez récent. C'est 2018, donc ça fait à peine 7 ans qu'il existe. Ils ont tenu à me dire quand même qu'ils ne parlaient pas au nom du Conseil des sages. Ils sont là en leur nom propre, même s'ils appartiennent tous les trois au Conseil des sages. Voilà. À mes côtés, donc, Frédéric de la Morena, qui est maître de conférence en droit public à l'Université Toulouse-Capitole, qui est, alors, outre le Conseil des sages au niveau national, elle est également membre du Conseil départemental de la laïcité et des valeurs de la République, et elle a supervisé plusieurs colloques sur le thème de la laïcité. Elle est auteure d'un ouvrage intitulé « Les frontières de la laïcité ». Yanis Roder, il est professeur agrégé d'histoire dans le 9-3, comme il a dit aux jeunes, qui connaissaient le numéro du département, c'est un des seuls qu'on connaît comme département quand on est jeune, on apprend les autres après, qui est le parrain du conseil départemental de la laïcité et des valeurs de la République, qui a été prix Jean Zay 2022. Alors le prix Jean Zay, c'est un prix qui récompense un ouvrage qui porte sur la laïcité et les valeurs de la République pour son livre « La jeunesse française, l'école et la République ». Il a aussi notamment écrit « Préserver la laïcité ». Vous avez un stand d'ombre blanche qui est installé là où vous allez retrouver un certain nombre d'ouvrages qu'ont écrit nos trois intervenants du jour. Et enfin, Catherine Kinsler, qui est philosophe, professeure honoraire des universités. On en reparlera, cofondatrice du comité Laïcité République en 1990, donc après l'appel de 1989, donc c'est une date importante dont on va reparler, et qui a écrit elle aussi Laïcité, radicalité, intégrisme, penser la laïcité. Qu'est-ce que la laïcité? Mais sa spécialité à la base, c'est la philosophie de l'art, je le dis quand même, je crois que vous aimez beaucoup aussi le rugby. Voilà. Donc, pour démarrer, Catherine Kinsler, j'aimerais justement qu'on fasse un petit tour dans le passé, parce qu'on va commencer par une première partie un peu historique avant d'aborder toutes les problématiques contemporaines. Et
J'ai failli tout à l'heure dire qu'on fêtait les 120 ans de la loi sur la laïcité. Mais cette loi de 1905, si je ne me trompe pas, le mot de laïcité n'apparaît pas dedans, dans aucun article. C'est un mot qui est apparu quand, et cette idée qui a donné le mot laïcité vient d'où? Elle s'est forgée comment? Ça marche? Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir. Merci pour cet accueil pour la deuxième fois. Écoutez, oui, le mot apparaît tardivement. À ma connaissance, c'est dans le dictionnaire de pédagogie de Ferdinand Buisson en 1887, mais il y a peut-être d'autres occurrences, mais c'est à peu près à cette époque-là. Bon, la chose et le concept sont antérieurs, enfin ça commence avant, bien sûr, vous l'avez dit. Ça commence avec, pas seulement la philosophie des Lumières, avec la philosophie politique classique de la fin du XVIIe siècle. En gros, hein, on peut dire ça, hein, comme ça. L'idée de séparation entre l'association politique, ce que nous appelons le politique, la cité, et puis l'association religieuse. Cette idée-là, eh bien, elle est abordée par des grands philosophes du XVIIe siècle, Spinoza, Bayle, il faut dire Bayle, hein, c'est bien, comme ça. Locke en particulier, mais elle n'est pas complètement développée. Par exemple, Locke distingue complètement, vraiment très facile, très distinctement l'association religieuse et l'association politique, mais il dit on ne peut pas admettre les athées dans l'association politique. Bon. C'est provocateur à l'époque quand il commence à en parler? Il n'admet pas non plus les catholiques. D'accord. Voilà, ça c'est provocateur. Bon. Donc cette idée, l'association politique, bon, c'est à la Révolution française qu'on va vraiment atteindre la racine. On va dire, mais non, on va aussi admettre les athées. Pourquoi? Parce que l'association politique n'a pas besoin, pour se constituer, pour exister, pour faire des lois, elle n'a pas besoin d'une référence religieuse. On peut s'en passer. C'est un minimalisme, en quelque sorte. Hein, on s'en passe. Donc on va jusqu'à la racine. Alors ça, c'est quand même à la Révolution française que ça apparaît. L'un des premiers actes, c'est l'état civil en 1792. Mais il y a aussi la Déclaration des droits, l'article 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation et nulle part ailleurs. C'est l'autonomie du politique. Voilà. Alors après, bien sûr, ce sont les grandes lois du 19e siècle, c'est la loi de 1905 dont nous allons parler. Alors je vais donner la parole à Yanis Roeder pour poursuivre un peu, puisque effectivement on parle de la loi de 1905, elle n'arrive pas de nulle part. Il y a un chemin qui se fait. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'en traduction juridique, ça commence à la Révolution française, même si les idées ont cheminé avant? Alors, oui, vraiment, très clairement, en réalité, c'est la Révolution française qui marque une vraie rupture. Ne serait-ce, alors, Catherine Kinsler a cité l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Moi, je vais citer l'article 10. Voilà, l'article 10. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses. Et ça, c'est quelque chose qui nous paraît aujourd'hui une évidence, mais c'est totalement révolutionnaire, en réalité. C'est totalement révolutionnaire parce que il faut bien comprendre qu'avant la Révolution française, il était impossible de se dire non-croyant, impossible de se dire athée ou même agnostique. Ce n'était pas accepté et on pouvait mourir de cela. Hein, certains sont morts, évidemment, je renvoie au fameux chevalier de la Barre, bien sûr, qui a été accusé de blasphémer. Mais donc là, il y a une dimension tout à fait nouvelle. Et ça c'est le produit directement de la philosophie des Lumières, on existe en tant qu'individu. Voilà. Et ça, ça semble évident qu'on existe en tant qu'individu. Mais ce n'était pas si évident que ça, ce n'était même pas évident du tout. On existait en tant que partie d'un tout, hein, d'un groupe, d'une communauté, d'un corps. Là, on existe en tant qu'individu. Et à partir du moment où on existe en tant qu'individu, ce que nous dit cet article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, c'est que nous avons la capacité de penser par nous-mêmes. Voilà. Et ça, c'est tout à fait nouveau et c'est une vraie rupture. C'est une vraie rupture et qui va en entraîner bien sûr d'autres. Mais oui, je crois vraiment que la Révolution française marque une rupture profonde. Dans les grandes dates ensuite, entre 1789 et 1905, quelles ont été les avancées par rapport à cette idée de laïcité? Parce que là, pendant une révolution,
on édicte un certain nombre d'articles, mais c'est, comme vous l'avez dit, c'est révolutionnaire. Donc il faut que tout ça entre aussi dans les mœurs et que la société s'organise par rapport à ça. Quelles sont les grandes étapes après qui ont jalonné le 19e siècle, en fait, dès le début du 19e. Bien sûr, n'hésitez pas. Alors, il n'y a que 2 micros. Non, juste sur la Révolution, effectivement, la liberté de conscience, c'est quelque chose de très important. J'ajouterais que la liberté de conscience, ce n'est pas la liberté de croire, de ne pas croire ou de changer de religion. La liberté de conscience, c'est la liberté de penser. C'est la liberté d'avoir des opinions, la liberté d'avoir des convictions qui peuvent être religieuses, mais qui ne sont pas exclusivement religieuses. C'est en ça que les révolutionnaires apportent quelque chose d'absolument fondamental. Voilà, nul ne peut être inquiété pour ses opinions, virgule, même religieuses, ce qui suppose qu'on peut en avoir qui ne soient pas religieuses. Il y a une autre liberté, si je peux me permettre, à la Révolution, c'est la liberté de culte. Qui est là pour le coup la liberté de manifester, d'exprimer, d'avoir des rites, des pratiques, de se constituer en communauté religieuse. Alors pourquoi ces 2 libertés sont importantes à la Révolution? Parce que ce seront les 2 qui seront reprises en 1905. Et l'autre apport important en 89, c'est la constitution, la constitution de cette séparation qui ne va cesser de s'approfondir jusqu'en 1905 entre un champ politique qui est laïcisé, c'est-à-dire que on a toujours dans le champ politique des gouvernants, des gouvernés, mais le grand changement révolutionnaire, c'est que l'origine du pouvoir n'est plus divine. Et le roi Louis XVI, avant qu'il soit décapité, est fait représentant de la nation par les révolutionnaires. Ça, c'est absolument fondamental. C'est pour ça que le premier principe républicain, c'est la souveraineté nationale, comme tu le rappelais dans l'article 3. Et donc on a cet espace politique qui n'est plus fondé sur la religion, qui n'est plus fondé sur une souveraineté divine. Et à côté, on a une société, petit à petit, qui commence à se séculariser. C'est-à-dire, alors c'est en germe en 89, hein, sous la 3e, ce sera plus important. Mais ça veut dire quoi, une société qui se sécularise? C'est une société dans laquelle certaines activités qui avant étaient gérées par l'Église, et heureusement que l'Église s'en occupait, heureusement, certaines activités vont être transférées à l'État. Et on a l'état civil, mais on a aussi les soins, et surtout l'instruction publique. Voilà, je voulais revenir parce que sans ces bases-là révolutionnaires, on n'a pas 1905 et on n'a pas la Révolution. Yanis Roder. Un petit mot. La séparation. Un petit mot sur la liberté de culte. Ça aussi, c'est absolument fondamental. On se dit souvent que l'édit de Nantes qui est venu consacrer la paix civile, en fait, la fin des guerres de religion, était un édit justement qui permettait voilà, la liberté de culte. En fait, non. L'édit de Nantes ne permet pas la liberté de culte, elle permet la liberté de culte dans les endroits qui sont prédéfinis, hein, là où les protestants existent. Et surtout, l'idée qu'il y a derrière, c'est que de toute façon, un jour, la France reviendra à l'unité catholique. Voilà. Et c'est ça qu'il y a derrière. Une tolérance. Alors, c'est une tolérance, voilà, c'est une sorte de tolérance, on peut le dire comme ça, mais vraiment très limitée, et avec l'idée que les protestants sont dans l'erreur, et ils reviendront au bercail, en fait. Hein. Quant à l'autre culte existant en France à l'époque, le culte juif, les juifs sont de vrais parias, hein, ils vivent en périphérie de la société, aussi bien géographique que juridique, ils ont des droits qui sont très limités. Ils ont un droit de culte, mais qui est très limité, surveillé. Donc la liberté de culte en 1789, c'est quelque chose d'absolument exceptionnel. Voilà, exceptionnel qu'on ait le droit, où que l'on soit, de pouvoir accéder au culte et pratiquer le culte que l'on veut. C'est un progrès absolument immense. Au niveau alors on dit la société va se séculariser lentement. Bon, il y a le principe révolutionnaire, il y a tout qui change. Au niveau de l'école, qu'est-ce qui se passe après 1789 et qu'est-ce qui va rythmer les changements dans l'école? Alors, écoutez, je me permets de revenir, de compléter un petit peu. J'essaie d'avancer dans le temps, mais il va y avoir des flux et des reflux. On rompt avec le régime des cultes reconnus. Il faut quand même le dire aussi comme ça, parce que avant 1905, l'Église tenait les registres d'état civil,
faisait tout, d'une certaine manière, tous les actes de la vie civile que nous avons l'habitude d'accomplir en allant à la mairie, en demandant, en se mariant, etc. C'est l'Église qui contrôlait. Et inversement, l'État contrôlait l'Église. Ça, on oublie toujours de le dire aussi. Bon, il y avait, voilà, ce concordat. Mais il faut quand même le redire, je crois. Et il y a eu une séparation avant 1905, très nette. C'est celle de la Commune de Paris. Il faut quand même le citer, ça, 1871, la Commune de Paris. Alors moi, j'y étais pas encore, hein. Je partais de la Révolution. Elle a inventé. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe avec l'école? Écoutez, ce sont les grandes lois scolaires de 1882, 1886, hein, la loi Goblet, notamment, où les alors, on peut rappeler, voilà. Parce que pour les plus enfin pour beaucoup de monde d'ailleurs, je pense, et pour les plus jeunes en particulier, ça peut être bien derrière les noms des lois de rappeler précisément ce qui a été acquis à ce moment-là. C'est la création de l'instruction publique, mais là encore, la Révolution française avait beaucoup travaillé. Il y avait eu des rapports sur l'instruction publique, où on disait, voilà, l'instruction doit être la même pour tous, elle doit pouvoir accueillir tout le monde, mais elle ne peut pas être sous la coupe d'une religion, ou de religions, même de plusieurs religions. Donc, il va falloir séparer l'enseignement de la morale de l'enseignement religieux. Il va falloir entièrement, au fond, passer par l'appropriation des savoirs. Il n'y a rien de plus laïque que le savoir. Parce que quand vous savez quelque chose, eh bien, vous êtes votre propre autorité. Hein, peut-être on reviendra là-dessus. Moi, j'aimerais savoir très précisément ce qui s'est passé entre la Révolution, où on affirme ces principes, et un siècle plus tard, quand même, les lois scolaires. Donc, on dit que l'école, elle est laïque, que les instituteurs vont être laïques. On a 100 ans qui sont passés. Comment a évolué la société? Est-ce que ça s'est fait extrêmement lentement? Est-ce qu'il y a des professeurs laïques mais qui n'avaient pas le droit d'être laïques ou qui avaient le droit... Comment ça s'est fait très concrètement? Les historiens seront bien mieux à même de répondre que moi. Yanis Roeder, en plus professeur. Alors, effectivement, on a commencé à penser l'école. Et on a pensé l'école avec notamment la loi Guizot en 1833, où on doit ouvrir une école communale de garçons. Oui. Pas rigoler quand même. Donc une école de garçons, hein, voilà. Les filles, ça viendra après. Mais donc une école de garçons, et puis les lois Fallou, hein, 1850, avec l'enseignement qui est à ce moment-là confié, hein, aux congrégations, aux cultes, aux prêtres, etc. Et donc on développe l'enseignement, si vous voulez, l'enseignement se développe, mais de manière très inégalitaire. J'ai parlé des femmes, mais il faut aussi avoir l'idée que l'enseignement secondaire n'est pas accessible en réalité, ou très peu accessible aux enfants de classes sociales défavorisées ou même des classes moyennes. Hein. C'est quand même un enseignement très limité. Et il faut attendre effectivement 1882, les lois Ferry, qui instituent 1881-82 pour être précis, qui instaure l'enseignement public gratuit, laïque, et donc qui va permettre aux enfants et obligatoire, j'ai oublié quand même, c'est important, et obligatoire, et même pour les filles, donc c'est très important. Et là, à ce moment-là, effectivement, les enfants de France vont aller à l'école. Cette école, donc, 82, vous savez, ce qui est important, c'est qu'on laïcise les enseignements. Ce n'est pas l'école qui devient laïque, en fait. Ce sont les enseignements, ce qu'on va enseigner, qui devient laïque. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un enseignement qui devient laïque? Je crois qu'il faut peut-être préciser. C'est un enseignement qui est basé sur la science et sur la raison. Voilà, et qui va, Catherine pourra compléter, hein, et qui va être offert, littéralement offert à tous les enfants de France, avec une idée qui est très importante, parce que la laïcisation de l'enseignement est absolument inséparable du projet politique. Le projet politique, c'est la pérennisation de la République. C'est-à-dire, c'est de faire en sorte que tous les enfants de France ne soient plus soumis au seul magistère de l'Église, hein, puisque l'immense majorité des Français sont alors catholiques. Il y a deux communautés religieuses très minoritaires, qui sont la communauté protestante et la communauté juive, qui bien sûr ne sont pas sous le magistère de l'Église, mais sont vraiment très minoritaires. Et donc l'idée, c'est d'offrir la possibilité à tous les enfants de France d'accéder à un savoir basé sur la science et sur la raison. Et en 1886, une autre loi, la loi Goblet,
celle-ci va laïciser, cette fois, les enseignants. Et donc, on va mettre à la porte de l'école les congréganistes, les prêtres, etc., qui enseignent. Voilà. Et les profs arrivent en masse, ceux qu'on va appeler les hussards noirs de la République. Voilà. Et donc, on laïcise l'enseignement et on laïcise le personnel enseignant. Frédéric de la Morena, par rapport à ce moment-là, vu de notre époque, ça paraît, aux États-Unis, on a le terme de turnover. Ça a été un grand chambardement en 1886, parce qu'on dit on remplace tous les enseignants congrégationnistes par des enseignants laïcs. Enfin, ça a dû être une année un peu particulière. Des années particulières. Alors, le mot laïcité, il est rentré en droit dans les lois, Ferry. La première fois que le terme laïque intervient dans un texte juridique, c'est à propos de l'école. Et l'école publique, c'est le seul service public qualifié de laïque. C'est pour ça que c'est très important. Et les lois scolaires, c'est une révolution. Oui, c'est une révolution. La laïcité scolaire, c'est la laïcisation des programmes, des manuels. Le catéchisme se fait en dehors. Voilà. C'est l'instruction publique qui remplace la catéchèse. C'est la laïcisation des personnels, mais c'est aussi la laïcisation des bâtiments, des lieux. On enlève les crucifix dans les écoles, etc. Parce qu'avant, il y avait le crucifix, on devait faire la prière sans doute au début de cours, des séances de catéchisme, tout ça disparaît. Voilà. Et en fait, pourquoi c'est très important? Parce que les lois scolaires posent la séparation entre l'élève et l'Église. C'est ce que dit Yanis. Construire sa propre autonomie, construire son autonomie de jugement pour prendre ses décisions seul, c'est séparer l'élève de l'Église. Et sans les lois scolaires, on n'aurait pas eu 1905. Voilà. Catherine Kinsler, j'ai un petit mot par rapport à ce qui fait foi à partir de ce moment-là. Yanis Roeder l'a dit. On avait une sorte de vérité révélée qu'apportait l'Église par rapport aux enseignements et au contenu des enseignements. Est-ce que c'est indissociable, ce grand chambardement, de l'idée de vérité scientifique? Parce que vous faites partie tous les trois du Conseil des sages, mais est-ce qu'à cette époque, il y a un conseil des programmes pour dire, c'est des problématiques très actuelles, qu'est-ce qui est la vérité, qu'est-ce qui est scientifique, qu'est-ce qu'on peut apprendre aux élèves de façon sûre et qui peut être partagé par tout le monde? Oui, écoutez, on ne peut pas dire non plus que les écoles n'apprenaient rien aux élèves. La France n'était pas un désert intellectuel. Non, ils n'apprenaient pas rien, mais ils apprenaient certains enseignements. Voilà, mais tout était sous la coupe de l'autorité divine, de la reconnaissance des cultes. Il faut rappeler aussi que les prêtres étaient des agents de l'État. Étaient fonctionnaires. Ils étaient payés par l'État. Bon, c'est quand même important de le rappeler. Donc c'est une rupture avec tout cela. Non, la conception du savoir que va instaurer l'école républicaine, d'abord, elle ne supprime pas l'école privée. Il y a toujours des écoles privées. Elle instaure un jour de vacances pour que l'éducation religieuse, s'il y a lieu, puisse se faire dans les familles. Je rappelle que l'école n'était pas obligatoire au sens de la fréquentation de l'école. C'est l'instruction qui est obligatoire. Et c'est toujours vrai aujourd'hui. C'est toujours vrai aujourd'hui. C'est pour ça qu'il est très important. Ce que l'État contrôle, ce sont les programmes. Ce sont les programmes scolaires. Et c'est toujours vrai aujourd'hui. C'est très important de contrôler les programmes, de contrôler les examens nationaux. Sinon, ça se disperse. Et là, on a des sectes, on a des écoles maisons, etc. On n'a plus de diplômes. Tout ça, ça a été pensé depuis la Révolution française, mais mis en place par les grandes lois scolaires de la fin du XIXe siècle. Voilà. Alors, la conception du savoir, oui, la raison, l'expérience, mais même l'éducation. Je prends l'exemple de l'éducation physique. Vous allez me dire, bah oui, elle a raison. Ben si, justement, c'est la différence avec un entraînement. Quand vous faites de l'éducation physique, le professeur vous explique le mouvement. Il vous apprend le mouvement contraire, comme au rugby. C'est important, le mouvement contraire. Il vous explique que, apparemment, vous sautez mieux quand vous prenez l'élan d'une certaine manière, mais finalement, si vous faisiez autrement, il faut travailler, il faut prendre l'appel. Voilà, ce sont des choses comme ça. Tout a été finalement pensé à l'aune de l'explicativité, de l'intelligibilité. Donc, ce n'est pas du tout des dogmes. Alors, bon, je prends toujours cet exemple-là, mais si vous dites que la pression diminue avec l'altitude, c'est vrai. C'est vrai. Bon, je parle ici dans une région d'aéronautique, il ne faut pas que je dise de bêtises. La pression diminue avec l'altitude. Mais pourquoi ?
Bon, il faut l'expliquer. Donc on va relire le traité du vide de Pascal. Alors on ne va pas le faire lire de manière complète à tous les élèves, mais c'est à partir de là qu'on va l'expliquer. Tout est ramené à la question de l'intelligibilité, de la progressivité. Quand on lit les grands rapports sur l'instruction publique, vous en avez de deux sortes en gros. Vous avez ceux qui disent il faut embrigader les jeunes avec la République, suivez-moi les gars, faites comme moi. C'est ça le modèle. Et puis vous avez ceux qui ont gagné finalement. Et ce n'était pas évident, c'était le plus compliqué. Lacanal, Condorcet, Rome, et qui disent non, ça c'est pas une instruction. Il faut rendre compte, il faut mettre les esprits debout, il faut pouvoir rendre compte. La moindre opération d'arithmétique. Pourquoi? Alors je prends cet exemple aussi assez souvent. Quand vous faites une soustraction qui a une retenue, vous l'ajoutez au nombre à soustraire. Autrement dit, le plus devient un moins. Et quand vous rendez la monnaie, finalement, vous faites une addition à l'envers. Eh bien, voilà, il faut pouvoir... Qu'est-ce que je fais quand je fais une soustraction? Qu'est-ce que je fais quand j'utilise une retenue dans une soustraction? Quand un enfant a compris ça, mais il est dans une position divine. Il a compris. Et ça, c'est une chose que les professeurs connaissent bien. Les yeux brillent. Et je crois que c'est le moment que les parents nous envient. Alors, on n'y arrive pas toujours, il faut le répéter, on refait la soustraction, il faut se tromper. Il faut accepter la négativité, non pas simplement comme un défaut, mais comme un moyen. Il faut pousser vers l'erreur, la rectifier. On comprend quand on comprend pourquoi on n'avait pas compris. Eh bien, c'est ce type d'enseignement qui a été mis en avant par les grands rapports sur l'instruction publique de la Révolution française, la partie dont je vous ai parlé, qui a finalement, c'était le plus difficile, c'était le plus compliqué, et qui a été adoptée et mise vraiment en œuvre par les grandes lois scolaires de la Troisième République. Alors pour finir cette petite séquence, je donne la parole aussi à Yanis Roeder pour expliquer juste pourquoi c'est en 1905 qu'apparaît cette loi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il manquait dans ces outils, alors presque ces armes pour les hussards noirs, qu'est-ce qu'il manquait dans la panoplie de la laïcité en devenir pour qu'en 1905 soit votée cette loi? Eh bien, il manquait la séparation, en fait. Parce que la loi de 1905 vient clore une séquence. Elle vient clore une séquence de laïcisation, on l'a dit, de laïcisation de la société, enfin sécularisation de la société qui est en marche, et laïcisation des institutions progressivement, puisqu'on a laïcisé l'état civil, on a laïcisé les hôpitaux, on a laïcisé les cimetières, donc tout cela a progressé. Et finalement, la loi de 1905 vient clore une séquence qui se termine par ce qui manquait, c'est-à-dire la double émancipation, et d'ailleurs c'est Aristide Briand qui parle de cela, de la double émancipation, qu'impose en réalité la loi de séparation du 9 décembre 1905. Cette double émancipation, c'est quoi? C'est l'État qui se dégage complètement du religieux, et le religieux qui est dégagé complètement de la tutelle de l'État. Puisque, Catherine l'a dit tout à l'heure, le concordat, c'était aussi le contrôle de l'État des cultes, des 4 cultes reconnus, qui étaient étroitement contrôlés, surveillés. C'est ce qu'avait voulu Napoléon. La loi de séparation, c'est une séparation stricte qui vient clore cette séquence où peu à peu, justement, le religieux et ce qui touche au politique se séparaient par, on va dire, par pan, par partie. Et là, la loi de 1905 vient acter cette séparation finale entre l'État et les églises, c'est pas l'Église, c'est les églises, c'est-à-dire les religions, qui, l'un et l'autre, vont pouvoir librement cheminer chacun de leur côté. Et cela veut dire également qu'à ce moment-là, l'État n'intervient plus et l'État devient ce qu'il n'était pas. Il devient a-religieux, c'est-à-dire qu'il ne s'occupe plus de religion. Il ne faut pas se tromper, l'État, la République, n'est pas athée. Elle n'est pas athée. Elle n'a aucune opinion. Elle est a-religieuse, l'État est a-religieux. Voilà. Je vais relire juste les 2 articles, parce qu'on parle beaucoup de la loi de 1905. Les 2 premiers, alors je crois qu'il y a 44 articles, il me semble. Pas lire les 44, mais les 2 premiers sont assez courts. Et puis derrière, c'est une déclinaison, une application de ces articles. Donc, article 1,
La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après, dans l'intérêt de l'ordre public. Donc ci-après, c'est tous les autres articles. Article 2, la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier, qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimés des budgets de l'État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. Voilà, pourront toutefois être inscrites au budget les dépenses relatives à des services d'aumônerie, donc c'est les fameux aumôniers qui ont continué à sévir, et destinés à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. Et ensuite, on a donc une longue déclinaison de mesures qui vont être appliquées. Donc, j'aimerais, parce qu'on va être au cœur de ce dont on va parler dans la deuxième partie, la liberté de conscience, qu'on revienne. Alors peut-être Frédéric de la Morena, qu'est-ce que ça veut dire très clairement, la liberté de conscience? Je peux dire d'autres choses? Vous pouvez dire ce que vous voulez. Non. On est en 1905, non, tout change. Il faut la repenser. C'est une loi, c'est pas un pacte, c'est pas un contrat. Voilà, on le lit souvent, la loi de 1905, c'est pas un pacte. Même s'il est laïque, conclu entre l'État et le Vatican. C'est l'État qui décide de sa propre initiative de transférer la religion dans la sphère privée. Donc c'est un acte de la puissance publique et à ce moment-là, l'État devient libre. Voilà, parce qu'il n'a plus besoin de s'appuyer sur une religion comme ça a été le cas. Voilà, c'est important. Les deux articles que vous avez lus, ils sont capitaux. Je voudrais juste les lier tous les deux. Alors dans le premier article, et c'est vrai que c'est le premier message de la loi, l'État assure la liberté de conscience. Alors à la différence de la formule de 1789, que je vous la rappelle, nul ne doit être inquiété, nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses. Ça signifie que je ne serai libre en 89 de penser, de croire, que si l'État s'abstient, que si l'État n'intervient pas. Ça, c'est le libéralisme politique. La formule donc, de ce premier article, elle est différente. Dans le premier article, c'est l'État assure la liberté de conscience. L'État garantit, ce qui signifie que l'État, la République, a des obligations positives. C'est-à-dire que la République doit mettre en place plein de choses. Elle ne doit pas se contenter de s'abstenir. Ça, c'est absolument capital. Pour comprendre toutes les dispositions de la loi de 1905, il faut les comprendre à la lumière de ces verbes-là. Voilà, je suis obligé, je dois avoir une action positive pour protéger ces deux grandes libertés. Donc derrière, ben voilà, je vais mettre en place des associations cultuelles, etc., etc. La liberté de conscience, comme je l'ai précisé, n'est absolument pas réductible à la liberté de croire ou de ne pas croire. Et donc, la liberté de conscience, on a une conscience, vous savez, c'est un droit naturel. On a un cerveau, donc on pense. Voilà, on a un cerveau, donc on a des opinions. Une opinion, c'est volatile. Voilà, je suis pour les langues régionales, je suis contre. C'est volatile, ça peut changer. Mais j'ai un cerveau, donc je peux aussi avoir des convictions très profondes. Et je peux avoir des convictions bien évidemment religieuses, c'est une croyance, j'ai la foi, mais je peux aussi avoir une conviction philosophique très profonde. Si je suis profondément pacifiste, eh bien, je refuserai de faire un service militaire. C'est ça la liberté de conscience. Et donc quand on entend tout le temps, tous les jours, depuis des années, que la laïcité, c'est la liberté de croire, mais c'est une erreur monumentale. Voilà, parce que la laïcité n'est pas une liberté. La laïcité, c'est un principe de séparation pour protéger la liberté de conscience. Et quant à la liberté de culte, donc, les cultes deviennent affaires privées. Affaires privées, ça ne veut pas dire affaires individuelles. Affaires privées, c'est juste que les cultes en France ne sont plus des services publics, donc ils relèvent de la société, ce qu'on appelle la sphère privée, c'est-à-dire qu'ils sont hors service public, mais on peut exercer son culte tout seul, mais on peut bien évidemment exercer son culte au sein d'une communauté religieuse. Et ce qui est important quand on définit la laïcité, c'est de repérer, comme vous le dites effectivement, que le premier message, c'est la liberté de conscience, mais c'est surtout de lier ces deux premiers articles. La non-reconnaissance, la séparation, c'est une technique juridique au service de deux grandes libertés. Toutes les démocraties dans le monde ont ces deux libertés, on n'est pas particulier à ce niveau-là. Mais nous, en France, on a choisi en 1905 de les garantir
en séparant. Donc la laïcité, fondamentalement, c'est la séparation. Encore faut-il savoir pourquoi on sépare. Voilà. Yanis Roeder. Un petit mot pour aller évidemment dans le sens de Frédéric, bien sûr. Mais effectivement, la République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes. On a deux verbes différents. Et ces deux verbes différents sont très importants. Ils sont très importants. L'État a un devoir absolu, de faire en sorte que nous ayons chacun d'entre nous cette liberté de conscience. Il doit y veiller. Il nous protège. Et il garantit le libre exercice des cultes. C'est-à-dire qu'il ne s'en occupe pas. Et si vous avez la volonté d'exercer votre culte, eh bien vous en avez la pleine liberté. Mais l'État ne s'en occupe pas. Si on a un problème pour exercer son culte, on peut aller voir l'État pour dire « je suis désolé, mais là, on a des difficultés ». Ça, on a le droit dans le cadre de la laïcité. Vous avez dans la loi du 9 décembre 1905 des articles, mais tu veux en parler, Catherine, des articles qui relèvent de ce qu'on appelle la police des cultes, articles 31 à 35 de mémoire, et qui permettent justement de veiller à ce que chacun puisse librement exercer son culte, mais aussi que chacun soit protégé de l'intervention, d'une intervention vous obligeant à exercer un culte. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement important. Ces articles, ils ont toujours force de loi. Force est de constater qu'on ne les utilise pas beaucoup. Voilà. C'est le député Jérôme Gage qui me faisait cette remarque il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, hier soir en fait. Catherine Kingseller. Oui, c'est une loi anti-pression, parce que quand on dit comment elle fait pour assurer et puis pour garantir, eh bien, il faut des lois pénalisantes. Donc on assure en pénalisant les pressions. Si quelqu'un fait pression sur vous pour que vous adoptiez un culte et que ça, vous ne le voulez pas, c'est pénalisé, c'est l'article 31. Mais inversement, si quelqu'un fait pression sur vous pour que vous quittiez une religion ou que vous deveniez un croyant, c'est pareil. L'État va intervenir. Donc ça, c'est très important. Et si un culte ne peut pas s'exercer parce qu'on l'en empêche, on l'empêche de se constituer en association, par exemple, eh bien l'État doit intervenir. Donc il met à disposition des cultes des formules juridiques qui lui permettent de s'exercer, de se constituer, de se regrouper. Voilà. Et moi, si j'ai envie, après tout, alors on parle, par exemple, je vais prendre un exemple très, très, très courant. Les prières dans la rue ou les prières de rue. Ce n'est pas la même chose. Bon, vous faites une petite prière dans la rue, sur un banc, discrètement. Ça s'appelle une prière dans la rue. Personne ne peut vous en empêcher. Mais vous réunissez un petit groupe à l'entrée d'un métro, par exemple. Vous distribuez un petit tract sans embêter les gens. Vous pouvez le faire. Ce que fait l'Armée du Salut, par exemple, ou d'autres peuvent le faire. Maintenant, vous convoquez un grand rassemblement et vous faites, sans le déclarer, vous occupez toute la largeur de la voie publique en stationnant, en vous agenouillant, en chantant. Enfin, là, vous troublez l'ordre public. Et donc, ce sont d'autres libertés qui sont menacées, qui sont entravées. Et là, l'État va intervenir. Vous voyez, donc il y a toute une dialectique, pardon pour les gros mots, entre liberté et contrainte. Il y a des moments où la contrainte assure la liberté, mais ça tout le monde le sait parce que vous vous arrêtez au feu rouge, je suppose. Bon, eh bien ça veut dire qu'on peut passer au feu vert. Alors qui a le feu vert pendant que moi j'ai le feu rouge? Quelqu'un d'autre. Mais en fait, c'est moi. C'est moi, je suis des deux côtés. Yanis Roeder. Oui, ce que dit Catherine est très important, c'est-à-dire que ce que vous avez lu quand vous avez lu l'article 1er, c'est que l'État garantit le libre exercice des cultes dans le cadre de l'ordre public, du maintien de l'ordre public. Et effectivement, le libre exercice des cultes ne signifie pas que l'on puisse dire ce que l'on veut dans le cadre d'un culte tenu dans un bâtiment dédié à cet effet. Et ça, c'est très important. Entre 1905 et 1914, vous avez des centaines de prêtres qui sont arrêtés, qui ont des amendes, et certains vont en prison, parce qu'ils se sont élevés pendant le culte
contre la loi de 1905. Et vous avez même des évêques qui sont condamnés. Quelques évêques, pas beaucoup. Hein. On s'en prend plus à des curés, c'est plus facile. Donc la loi ne s'arrête pas aux portes des églises. Non, la loi ne s'arrête Elle pas aux rentre portes dans des les églises. églises. Et quand le Vatican dit cette loi est une loi inique, etc., et j'ordonne aux évêques en France de ne pas non seulement de ne pas y obéir, mais en plus de prêcher contre la loi, eh bien l'État, et c'est Aristide Briand, qu'on présente souvent comme libéral, entre guillemets. Il n'est pas libéral, Aristide Briand, hein, c'est un républicain. Il fait son travail, et l'État fonctionne, et l'État condamne des centaines de prêtres. Et ça va durer jusqu'en 1914. Alors en 1914, ça se calme un peu parce qu'on a trouvé un ennemi commun, on se met tous d'accord, et hop, on monte à la frontière. Mais et bon, voilà. Et après la guerre, ça va se calmer. Il y a des accords en 1924 avec le Vatican qui vont calmer les choses. Mais je veux dire par là que là, la loi de 1905, elle ne s'est pas installée, elle a été plébiscitée par les Français au moment des élections, hein, mais en 1906 notamment. Mais ça ne s'est pas fait sans douleur, et notamment sans douleur pour l'Église catholique. On va justement avancer un peu dans le temps pour arriver à la période, on va dire, contemporaine. Enfin, on va faire un petit stop à la fin du XXe siècle. Et juste après, on va dire, la Première Guerre mondiale, et jusqu'à la fin des années 80, comment est-ce qu'on peut qualifier la laïcité à la française? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce qu'il y a des heurts? Est-ce qu'il y a des périodes où c'est difficile? Est-ce qu'il y a des débats? Est-ce qu'il y a des polémiques? Ou c'est vraiment à la fin des années 80